Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale sur WhatsApp et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. Et ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc là on va commencer avec la première histoire. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Likez. Ok? Coucou DMG TV, bonsoir, ça va? J'espère que vous allez tous bien, j'espère que des abonnés aussi vont bien. Merci pour ton concept, c'est un concept qui nous aide beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Bon, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue quand j'étais plus jeune, j'étais plus petite. J'avais déjà mes 2 enfants, donc j'avais ma première fille qui était dans les 3 ans et demi, 4 ans comme ça, oui. Elle avait dans les 4 ans. Et ma deuxième fille qui avait 1 an. Elle avait à peine 1 an, en fait. Donc, à l'époque, je vivais à Sangmelima. Bon, je vivais à Sangmelima, pardon, autant pour moi, juste pour approfondir mon travail que je faisais. Bon, c'était la coiffure. Donc, à Sangmelima, c'était dans ma belle famille. J'étais là-bas avec le père de mes enfants. Je vivais dans leur maison familiale. Il y avait sa grande sœur aussi qui vivait dans la maison avec nous. Elle avait aussi ses 2 enfants et un de mes beaux-frères, bon, un jeune aussi, un petit. Oui, donc on vivait ensemble là-bas et le père de mes enfants. Je vais dire ça comme ça. Donc, j'avais une autre belle-sœur qui avait un salon de coiffure. Donc, c'est chez elle que je partais approfondir la coiffure. Dans le salon, c'est comme ça que dans le salon, j'ai rencontré une autre fille parce qu'il y avait plein de filles. Elle avait au moins 6 filles comme ça qui étaient là pour apprendre. Et moi, bon, elles étaient des apprentis. Bon, moi, j'étais juste là pour approfondir, en fait. Donc, voilà, parmi les 6 filles, il y avait une qui était en même temps ma voisine au quartier, en fait. Parce que le salon était en ville, au centre de la ville. Et puis, on était dans les rues là. Donc, on était c'était 5e rue ou 6e rue, comme ça. Voilà, dans le salon, il y avait celle que j'ai dit qui était ma voisine. Elle s'attachait, c'était tellement attaché à moi, mais bon, j'étais une maman, moi je les voyais comme des petites sœurs. C'est vrai qu'on avait le même âge, déjà responsable à 22 ans, tout ça. Donc, j'ai fait les enfants un peu tôt, quoi. Bon, moi, je me voyais plus même chose que eux. Moi, je me voyais déjà une maman, une femme responsable et tout. Donc, mon comportement était différent, en fait. La fille venait trop vers moi, mais bon, moi, je ne la considérais pas trop parce que je me disais que c'est juste une collègue de travail. Bon, à un moment donné, elle venait même me visiter à la maison. Donc, quand c'était les jours de repos comme les lundis, elle venait à la maison me visiter. Moi, ça me faisait bizarre, tu vois. Ça me faisait bizarre. Comme si cela ne suffisait pas, elle venait maintenant me chercher dans la nuit. Et moi, j'étais une femme tellement occupée parce que j'avais les enfants les enfants de ma belle-sœur qu'il fallait que je m'occupe, celle avec qui je vivais. Il y avait aussi mes 2 enfants. Donc, il fallait se lever tôt pour aller faire le marché. Je me réveillais à 4h30. Il fallait qu'à 5h, je sois au marché, que j'apprête tout jusqu'à ce qu'à 9h. Donc, je prépare tout. Jusqu'à 9h30, je sois déjà au salon. 10h au plus tard, je devrais être au salon. Donc, j'avais trop de charges. La fille, elle venait dans la nuit. Elle a commencé par venir dans la nuit. Parce que moi, je me couchais toujours à 20h. Je mettais mes enfants au lit à 20h. J'apprête la nourriture du lendemain. Tout. Comme je vais me réveiller tôt. Et puisque je faisais le marché 1 fois sur 2. Donc, j'achetais la nourriture de 2 jours. Et puis, voilà. Donc, elle venait alors, donc les enfants à 20h étaient déjà endormis et moi, je venais me coucher vers 22h30, 23h. À minuit 30 au plus tard, la fille était là pour me prendre. On part. On voyage, je sors de mon corps, je laisse mes 2 enfants au lit, je pars.
avec leur père. Je pars moi, avec elle. On part, on se balade, on mange les fruits, on s'envolait seulement. Moi, je ne comprenais même pas. On s'envolait, on mange les fruits, on se retrouve dans des arbres où il y a les fruits, les oranges, tout ça, on mange, on descend et on s'assoit à côté de les chutes d'eau là où il y a trop de cailloux là. C'est comme ça, les rocs là, on s'assoit, on tourne, on se lave même. Et ça durait, donc elle venait à chaque fois. Je suis revenue un matin et puis il fallait qu'à 4h30, je me lève pour aller au marché. Donc, je me sentais fatiguée. L'histoire là a duré au moins un mois. Je me suis sentie. Donc, je sentais la fatigue en moi. C'est vrai que quand on est encore jeune, on a beaucoup d'énergie et tout, mais tout le travail des enfants, tout ça. Et puis, il faut que je voyage encore la nuit. Ce n'était pas facile pour moi. Donc, du coup, j'ai décidé de parler avec la fille. J'ai senti, parce qu'au départ, je croyais que c'était un rêve. Mais là, je sentais trop de fatigue en moi. J'ai compris que le voyage, le fait de me sortir pendant la nuit quand les gens dorment là, ce n'est pas un rêve, ça, c'est la réalité. Puisque si c'était un rêve, pourquoi je me sens aussi fatiguée? Donc, j'ai appelé la fille un jour au salon. Je lui ai dit que vraiment, je vais l'appeler Dada. J'ai dit vraiment, Dada, je ne veux plus que tu viennes me chercher pour qu'on aille se balader la nuit. Toi-même, tu sais que je suis une maman, j'ai 2 enfants. Si je pars là maintenant et que en revenant, je ne puisse plus entrer dans mon corps, qui va s'occuper de mes enfants? Elle m'a regardée, elle a dit, d'accord, j'ai compris. J'ai dit que pardon, je ne veux plus que tu viennes me chercher la nuit. Laisse-moi. Moi, je veux dormir, j'ai des enfants à prendre soin. Si je meurs là, qui va s'occuper de ma fille, je ne veux pas prononcer leur nom, qui va s'occuper de mes 2 filles? Hein? Toi-même, tu aimes bien ma 2e fille là que tu apportes chaque fois quand je viens avec elle ici au salon. Tu l'apportes, tu la serres contre toi à chaque fois. Si je meurs maintenant, que je n'entre plus dans mon corps quand je pars, qui va encore s'occuper d'elle? Est-ce que tu pourras t'occuper d'elle à ma place? Elle a dit, ok, j'ai compris, ça va, je ne vais plus venir. DMG, je croyais que c'était les blagues, que peut-être, quand moi je lui parlais même comme ça, quand je l'avais m'appeler pour l'expliquer ça, moi je croyais qu'elle devait se fâcher même, hein, qu'elle allait dire que pourquoi tu m'accuses et tout. Mais moi j'ai vu la fille a pris ça dans le silence et le calme, elle m'a dit, ok, j'ai compris, mais ne dis à personne. J'ai dit, quoi? Bon, j'ai dit, ok, d'accord, je vais dire à personne. Mais quand je suis quittée de là, j'ai dit, quoi? Donc l'histoire, si est vraie, c'est où j'ai dit que, ok, là, il va même falloir couper tous les ponts et tout. Donc, je ne la gérais plus, tout ça. Dieu merci même que ma maman a dit que, bon, ton salon de coiffure que tu es parti pour apprendre, là, ça va. Il faut revenir. Donc, là, c'était peut-être après 4 mois comme ça, là, je suis, moi, partie. Mais bon, ça n'avait rien changé sur nos habitudes, donc on se comportait toujours pareil au salon. Elle voulait même toujours venir me visiter à la maison, mais elle a constaté que même quand elle venait me visiter en journée, moi je n'avais même plus moi son temps, donc je ne la gérais pas et tout. Donc elle-même, elle a coupé de venir à la maison, mais au salon on se retrouvait, on s'entendait bien. Elle portait toujours ma 2e fille, donc elle portait toujours, il n'y avait rien, donc rien n'avait changé. Et comme pour te dire quelque chose, c'est comme si elle avait même effacé ça, parce que moi, elle me connaît, je bavarde trop, je devais expliquer ça à quelqu'un. Mais c'est comme si elle avait effacé ça de mon esprit. C'est peut-être après peut-être 3 ans ou 4 ans comme ça que j'ai dû parler de ça au père de mes enfants. Je te dis la vérité, que j'ai dû parler de ça au père de mes enfants. Il m'a dit que dans une histoire se passe comme ça, là on dort sur le lit, tu ne me dis pas. Donc tu es comme ça, tout ça. J'ai dit non, je ne sais pas pourquoi moi-même j'avais oublié. Je me suis dit que bon, c'est peut-être la fille qui avait effacé ça de mon esprit. Donc voilà, c'est ça l'histoire que j'ai, la première histoire. Sinon j'en ai d'autres. Merci beaucoup pour ton concept et bonne soirée. Allez, bisous à vous tous. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la 2e histoire. Bonjour à toute la communauté d'IMG, comment vous allez? Bien, j'espère. En fait, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Voilà, une histoire vécue par moi-même. Et comme DMG le dit toujours, c'est juste pour sensibiliser. Voilà. Donc, likez et abonnez-vous d'abord. Likez, commentez et partagez. C'est très important. Ok. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Il y a une fois où je suis allé dans un marché, voilà, un grand marché d'Abidjan, appelé Adjamé, Adjamtala.
où je suis allé pour m'acheter des sous-vêtements. Disons des chocotos, comme on le dit chez nous ici, des chocotos, des petits shorts là. Donc je vais au marché, j'achète au moins 5 shorts comme ça. Puis je rentre avec ça à la maison. Bon, faut dire que j'ai pas lavé les shorts. Quand je suis rentré avec, j'ai pas lavé. Et j'ai commencé à porter. Bon, c'est des friperies, voilà. Parce que très souvent on nous dit quand on paye des friperies comme ça pour ne pas que l'odeur reste toujours, on nous dit de porter d'abord la première fois et puis maintenant la seconde fois on lave. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, hein, voilà. Sinon c'est bon quand tu achètes un vêtement, c'est bon de seconde main, c'est bon de laver d'abord avant de porter. Donc, vous savez que parmi vos vêtements, il y a un que vous aimez plus. Bon, pour nous les garçons, parmi les chocotos, il y a un chocoto qu'on aime le plus. Voilà. Donc, j'ai porté mon chocoto une nuit. Voilà. L'histoire est très courte, hein, voilà. J'ai porté mon chocoto une nuit. TMG, il te dit, quand j'ai dormi, j'ai fait des rêves où il y avait des femmes de nuit. C'est-à-dire que quand je porte le chocoto, c'est-à-dire qu'au début, je ne faisais pas le lien. C'est-à-dire que quand je porte le chocoto, j'ai toute une femme de nuit qui vient. J'ai toute une femme de nuit qui vient. Quand je porte le chocoto, je vais avoir des rapports dans mon rêve. Et ça, c'est à chaque fois. Donc, j'ai remarqué que au début, je ne faisais pas le lien. Mais c'est après que j'ai vu que à chaque fois que je porte ce chocoto-là, à chaque fois que je le porte, c'est là que il y a des femmes de nuit. Du coup, j'ai jeté le chocoto, quoi. C'est pas troué, il n'y a rien dessus, mais j'ai jeté ça à cause de ça. Donc, c'est pour dire ici que les vêtements de seconde main qu'on appelle friperie, là, de grâce, faisons très très attention. Parce qu'il y a des trucs il y a des habits que nous prenons, que nous portons, là, c'est-à-dire, je ne sais pas si je dois dire qu'ils sont accompagnés d'esprit, mais faisons très attention. Depuis ce jour-là, moi, je ne porte plus de chocoto de seconde main. Ouais, seconde main, en tout cas, friperie, en tout cas, sous-vêtements, friperie. J'ai oublié ça depuis longtemps, quoi. Voilà. Donc, c'est pour juste sensibiliser, pour dire de faire très attention aux vêtements de seconde main que nous payons là. De faire très très attention. Il y a souvent, ces vêtements-là sont accompagnés des esprits malins. Voilà. Donc, c'était mon histoire et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on va passer à la troisième histoire. Troisième histoire. Bonsoir DMJ, comment vous allez? Je regarde un peu votre émission depuis le Gabon. Ça m'encourage vraiment à venir parler aussi de moi. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis premier enfant de mon père. Mon père a trouvé ma mère avec déjà un garçon de 8 mois. Donc, c'est comme ça, il y avait des complications à mon arrivée. Complications, d'après ce qu'on me raconte, que la mère de mon père avait demandé à mon père de me nier. Ils sont allés chez le chef du quartier et du coup, mon père n'a pas nié devant les gens. C'est comme ça que je suis venue. Mon acte de naissance, on a mis le nom de mon père. Mais je passais une enfance très difficile. Très difficile. Je faisais des rêves où je me retrouvais avec le serpent m'avalait, le serpent me poursuivait. Il y a des moments où je courais dans mon rêve et du coup, j'arrive à un niveau où il y avait un gros trou, donc je tombe dans le trou, ensuite je me réveille. Mais quand je faisais tout ça, les gens qui étaient à côté pouvaient écouter des cris, parce que dans ça, je criais, je demandais au secours, à l'aide. J'ai passé une petitesse c'était de 6 ans à peut-être 13 ans, une soeur de 13 ans, 14 ans, j'étais toujours dans ça, dans les rêves de serpent. D'après ce que les Ngangons ont dit à ma mère que si elle n'était pas venue à temps, le serpent avait commencé à me prendre
niveau du rein, tout le niveau du rein. Le serpent m'avait déjà pris. Et si on n'allait pas à l'église tôt, le serpent allait m'avaler et c'était ma mort. Et dans ces mêmes 6 ans, j'ai été aussi violée par le petit frère à mon père. Et je vous assure que depuis, je me rappelle de ce viol comme si c'était aujourd'hui. Et depuis que c'est arrivé, je crois que le viol là n'était pas un viol simple. Quelque chose en moi est parti. Quelque chose en moi est parti. Parce que même l'école, je n'ai pas vraiment fait. Et pourtant, j'étais un enfant qui brillait à l'école, mais même l'école, je n'ai pas pu faire. Parce que je sens que quelque chose m'a été arraché au moment du viol. J'ai perdu quelque chose. Je sens moi-même en moi-même que je suis vide. Je suis vide. Et quand on m'a violée à 6 ans, j'avais peur et que je grandis avec. J'avais peur même de raconter ça à ma mère ni à mon père. Je n'arrivais pas, j'étais troublée, j'étais traumatisée. Et ce dernier vit jusqu'alors. Il vit. Et du coup, quand j'ai pris 22 ans, et on avait une série de prières à la maison. Du coup, ma mère a manifesté parce que vraiment, ma mère et moi, ça n'allait pas. Ma mère dit, ah, je suis à Z, on se discutait de la maison et tout. Et parfois, ma mère me mettait même dehors avec mes enfants, sortait, elle me chasse de la maison parce que j'étais vraiment... Pour moi, je me disais que si on arrivait à me violer à 6 ans, parce que ma mère ne me suivait pas, ma mère n'était pas là pour moi. Et j'ai grandi avec cette haine envers ma mère que franchement, depuis qu'il y a eu la cellule de prière, ma mère a manifesté et le Saint-Esprit me disait parle pour que je puisse être libérée. C'est comme ça que j'ai parlé à ma mère. J'ai dit à ma mère que si je te manque de respect, si je te fais parfois les mauvaises choses, c'est dû au viol que j'ai eu à 6 ans. Voilà mon oncle tel, je ne mentionne pas le nom. Voilà mon oncle tel qui m'a violée à 6 ans. Et puis moi, je me suis toujours dit que c'est à cause de toi qu'il m'a violée parce que tu ne me surveillais pas. Ma mère s'est mise à pleurer. Moi, j'étais en train de pleurer. Elle m'a prié. Elle m'a dit, tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Malgré tout, tu es mon enfant. Mais de 6 ans à 22 ans, on va encore dire ça à qui peut te croire? Qui va te croire? Personne ne peut te croire. On va dire que c'est encore toi qui amène des problèmes dans la famille de ton père. Laisse, le bon Dieu va régler ses comptes. On a pleuré. Et depuis ce jour que je racontais à ma mère et moi, on ne se chamaille plus comme avant. Mais hormis ça, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui manque en moi. Il y a quelque chose, parce que le viol n'était pas physique. Je répète que le viol était spirituel. Parce qu'un papa ne peut pas, c'est insensé de violer un enfant de 6 ans. Et pendant qu'il me violait, il me disait, n'écris pas, on va bientôt finir. N'écris pas, je vais bientôt finir. Vraiment, j'ai mal. C'est moi qui révèle les serpents, c'est moi que t'ai persécuté, c'est moi qu'on avait violé. Et du coup, jusqu'alors, je ne sais pas de quel côté, si c'était paternel, si c'était maternel, et où je suis vraiment, je ne vais pas vous mentir, moi, je me méfie de tous les deux côtés. Je me méfie de tous les deux côtés. Je ne donne pas trop mon corps, ni le côté de ma mère, ni le côté de mon père. Si vous m'avez vu le mois là, ça prend un autre mois que vous me voyez. Parce que je suis encore dans le doute. Je ne sais pas qui voulait à ma vie. Parce qu'on a souvent pour habitude de comprendre les Nganga. Parfois, le Nganga dit aussi la vérité. Parfois, le Nganga dit aussi le mensonge. Jusqu'alors, je ne sais pas. Mais je remercie aussi beaucoup cette église où je suis partie. Grâce à ces prières, à ces jeûnes, ces prières de combat qu'on faisait nuit et jour, je suis délivrée de ces rêves de serpents. Je ne rêve plus de serpents. Je rêvais des énormes serpents, des gros serpents. Oh Seigneur, il n'y avait que Dieu pour me protéger. C'était compliqué. 18h, 19h arrive, les autres rentrent, aller dormir. Moi, je ne dormais pas. La nuit finissait là, j'étais là. Je souffrais, je n'avais pas de repos. Parce que quand je ferme un peu les yeux, je vois le serpent. Je ferme un peu les yeux, je vois comment on est en train de me poursuivre mystiquement. Je n'arrivais pas à dormir. Merci, bonne soirée. Je vous encourage avec l'émission, je vous encourage beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe rapidement à la 4e histoire, sans plus tarder. 4e histoire.
Euh, Bonsoir DMG. Déjà, merci beaucoup pour la sensibilisation et l'édification que beaucoup de jeunes dont je fais partie a au travers de ton émission. Vraiment, c'est une bénédiction. Il y a cette histoire que j'aimerais raconter pour sensibiliser aussi les gens de toujours quand ils sortent quand ils font une mauvaise chose, par exemple, je veux dire quand ils sortent des mauvais trucs et qui tournent mal après. Il faut, le meilleur moyen parfois de se débarrasser de ce problème-là, c'est de confesser. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vont même à l'église. On prie fatigué, rien ne s'est passé parce qu'ils ne confessent pas. Vous savez, le diable n'aime pas qu'on l'expose. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a rien, aucun être vivant sur cette terre qui a plus honte que le diable. Quand tu exposes le diable, il fuit. Voilà pourquoi quand quelqu'un avoue, on dit, comme on dit devant dans notre jargon, dis la vérité, le diable qui est devant toi. Voici une dame. Elle va à une réception. Il y a un monsieur qui la remarque. Vous savez, les satanistes que vous voyez ont la capacité de voir votre étoile briller. Le monsieur se rend compte que l'étoile de la dame brille très fortement. Il accoste la dame, il fait la cour à la dame. Malgré la résistance de la dame, il réussit à lui donner sa carte un papier avec son numéro là-dessus. La dame est rentrée. Dans la cour, vous savez, les cours communes là, les voisines aiment trop causer entre elles. Elle a raconté l'histoire qu'il y a tel monsieur, parce que c'est un monsieur connu, ce que nous on appelle ici au Cameroun les tétés, un tété du gouvernement. Elle a raconté l'histoire, une de ses voisines lui a dit, et tu ne pars pas? Elle a dit, je ne peux pas partir. Parce que elle a donné ses raisons. La voisine a arraché le papier où il y avait le numéro de téléphone. Et elle lui a dit, le Ndjo vient vers vous souvent. Vous refusez, je vais partir. Comme la blague comme ça, la femme là est partie au rendez-vous. Arrivée au lieu du rendez-vous, elle toque à la porte. C'était un hôtel. Elle toque à la porte. Quand elle est arrivée à la réception, on l'a amenée. On l'a donné le numéro d'achat. Le monsieur l'attendait. Elle toque. Le monsieur ouvre. Le monsieur lui dit, mais c'est pas toi que j'ai invité. Elle dit au monsieur, ma voisine a dit qu'elle ne peut pas être là, donc je suis venu à sa place. Le monsieur, après quelques minutes de réflexion, il a dit, bon, je vais faire avec. Et ils ont couché ensemble. Le monsieur lui a remis un peu d'argent, elle est rentrée. Je ne sais pas si le monsieur l'avait encore appelé ou pas, mais à un moment donné, la dame est restée, le ventre gonflait. Le ventre gonfle, elle maigrit. Tu es enceinte? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'arrive pas à dire ce qui ne va pas. Elle va à l'hôpital. On ferme les échographies. On ne voit rien. Le ventre ne fait que pousser de jour en jour. Elle ne fait que maigrir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On l'amène partout. On ne voit rien. Elle-même n'arrivait pas à dire ce qui n'allait pas. La situation ne faisait que s'aggraver. Elle avait tellement fondu debout. Mais le ventre était devant, comme si elle avait les quintuplés dans le ventre. On pose la question, on prie rien, on prie rien. On l'amène partout. On fait toujours les échographies. On voit les spécialistes. Rien. On lui demande si elle n'a pas fait quelque chose quelque part. Elle dit niet.
Mais qu'est-ce qui ne va donc pas? On l'a amenée partout. On a fait les... Rien de tout ça ne marchait. Elle-même ne voulait pas ouvrir la bouche pour dire « j'ai rencontré telle personne ». Pendant que les gens sont en train de causer dans la cour, la voisine à qui le monsieur avait donné le numéro se souvient. Elle dit « attendez, un jour, voici ce qui s'est passé ». Elle raconte donc l'histoire. Elle a pris le numéro, elle a appelé le monsieur, elle est partie au rendez-vous. C'est quand la voisine raconte que celle-là raconte aussi sa version, qu'elle est arrivée à la réception de l'hôtel, on lui a donné le numéro de la chambre, elle est partie, le monsieur, après quelques minutes, a dit « je vais faire avec ». Mais il était trop tard, puisqu'après que la vérité est sortie, la dame a fini par décéder. Pourquoi elle est décédée? Parce qu'elle ne voulait pas dire la vérité dès le départ. Si elle avait confessé dès le départ que j'ai rencontré tel monsieur, voici ce qu'on a fait et voici ce qui m'arrive maintenant, on aurait pu la sauver très tôt. Parce que beaucoup même ont eu ce genre de problème. Quand ça a commencé à dégénérer, elles ont raconté que voici le problème. Et on les a sauvés par la prière. Dans la confession, il faut confesser. Beaucoup de gens meurent. J'écoute souvent les histoires ici. Après, on dit, oh, la personne est finalement morte. Non, la personne meurt parce que dès le départ, il ne veut pas confesser que voici ce que j'ai fait. Voici ce que nous avons fait. Voici comment ça s'est déroulé. Voici. On ne peut pas être libéré sans toutefois se dégager par une confession. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la cinquième histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sur la protection divine, bien sûr. Je me nomme Aaron et je vais vous raconter une histoire. En fait, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire du cousin d'un ami qui nous a raconté. Paix à son âme parce qu'il est déjà mort. Bon, comment expliquer? On va dire ça. C'est un ami, en fait, le cousin de mon ami. Je vais pas donner les vrais noms en disant qu'il s'appelle Jules. Jules, donc, était dans une famille très très pauvre. Donc, c'était une pauvreté jusqu'au niveau où, genre, on pouvait choisir les enfants qui pouvaient aller à l'école et d'autres parce qu'on ne pouvait pas payer pour tout le monde. Maintenant, Jules cherchait... Donc, en fait, Jules était un peu un enfant qui avait les longs yeux depuis qu'il était petit. Et lui, il a fréquenté parce que c'était un garçon et il était un peu brillant à l'école, donc on l'envoyait qu'il pouvait sauver la famille. Il a fréquenté, il est parti à l'école, Il est parti à l'école jusqu'à avoir son bac quand il avait 24 ans. Il a fréquenté avec un de ses amis en première, appelons-le Nathan. Jules donc a 24 ans quand il faisait ses petits boulots. Je ne connais pas lequel, je me souviens plus trop. Il faisait son petit boulot. En rentrant, il rencontre son ami Nathan avec qui il avait fait cours genre en première terminale, parce que oui. Son ami Nathan qui était aussi pas très riche, mais genre son ami Nathan, il le rencontre en cours de route. Nathan garde donc la voiture. Il dit Jules, comment tu vas? Il regarde son ami Nathan, il dit hey, c'est Nathan avec qui j'ai fréquenté. C'est Nathan, c'est toi? Oui, c'est moi, machin truc. Monte dans la voiture, on va prendre un pot et tout. Il monte. En cours de route, il se parle. Il n'arrive pas à comprendre. Il dit hey Nathan, comment tu as fait pour devenir comme tu es? Parce que je sais que ta famille n'a rien, machin truc. Nathan lui dit non, laisse, c'est le Seigneur qui m'a aidé et tout. Il s'arrête donc dans un restaurant. Hein. Ils prennent un pot, Nathan offre à manger à Jules et à boire, ils boivent ensemble. Ils se racontent l'histoire de longue date. À un niveau, Jules lui dit, mais Nathan, dis-moi aussi le business que tu as fait, non? Parce que lui, dans sa tête, ils ont
presque le même parcours, tu vois, un peu le parcours scolaire. Donc il se disait le travail que Nathan fait, il peut faire. Nathan, dis-moi le travail que tu as fait pour arriver jusqu'ici. Moi aussi, je veux faire ça. Nathan lui dit non. Chez nous, on ne recrute plus, machin, truc et tout. Tu ne peux même pas d'abord faire le genre de travail là et tout, et tout, et tout. Il a dit que non, il peut faire, il est fatigué de faire les petits boulots. Qu'un jeune homme, il avait 24 ou c'est 26 ans à l'époque, je pense, un truc comme ça. Un jeune homme de 26 ans comme lui, toujours avec les petits boulots, machin, etc., etc., qu'il ne fait que changer de copine parce que toutes l'abandonnent, parce qu'il n'a pas assez de moyens pour s'occuper d'elle et tout, et tout, et tout. Nathan lui dit donc que je connais la situation que tu vis, mais non, mon ami, laisse continuer à causer. Il a dit que non, il veut faire. Nathan lui dit non, il lui laisse juste sa carte de visite et tout, que quand tu vas vouloir m'appeler, tu m'appelles. 2 jours plus tard, je prends son téléphone et l'appelle. Oh Nathan, ça va, machin, c'est un samedi. Nathan, ça va, machin, truc. C'est le week-end, on fait comment? Parce qu'il aimait aussi bien la fête, hein. C'est le week-end, on fait comment, machin, truc. Nathan lui dit, ok, c'est le week-end, on se trouve à tel lieu, tel lieu. Nathan dit, ok. À l'heure précise, Jules dit, ok, à l'heure précise, Jules se lève, s'habille, se met sous son 31 à lui, parce que vraiment il n'était pas très très fringué. Il se met son 31, il arrive avec... il arrive là avec Nathan, il prend un pot, il voit... Quand il prenait un pot, parce que c'était dans une boîte de nuit qu'ils ont prévu le truc. Il prenait un pot et puis à la boîte de nuit commence. Il a vu Nathan en train de décaisser les billets. Dans la tête de Jules, c'était équipe. Comment celui-ci décaisse les billets comme ça à tort et à travers? Ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent. Il décaisse. Jules donc, qui n'attendait que la soirée avance à niveau. Jules qui n'attend pour dire aux environs de 3 heures de côté. Donc un peu hors de la boîte de nuit pour lui dire que... Et Nathan, comment tu décaisses ces billets? Moi, je veux faire le travail que tu fais. Nathan lui dit que je te dis que non, tu ne peux pas. Il dit qu'il peut. Nathan lui dit, ok, tu es sûr que tu peux? Il a dit, ok. Il a dit, attends-moi, alors je prends mes clés, on y va. Je vais te montrer. Il dit maintenant, je lui dis maintenant à 3 heures du matin. 3h, 2h, 3h, 2h du matin. Il dit que oui, maintenant, on y va. Il prend donc sa voiture, il roule, c'est au Cameroun. Il prend sa voiture, il roule, il arrive loin. Peut-être aux environs de Yassa, PK quelque chose. En fait, dedans. Les terrains un peu qui sont... En fait, les quartiers qui ne sont pas encore bien lotis, bien construits. Il n'y a pas encore le ciment, tout le gazon, tout. C'est qui est un peu comme la brousse là. Il arrive donc, il gare sa voiture. Il y avait une seule tombe. Je lui dis, on fait quoi ici? Nathan dit, tais-toi, sors de la voiture et suis-moi. Tu as dit que tu pouvais, non? Je dis oui. Il sort de la voiture, il le suit. Ils arrivent sur la tombe. Nathan dit à Jules que, ok, le voici. Voilà celui qui me donne de l'argent. C'est la tombe d'un monsieur. Voilà celui qui me donne de l'argent et tout. Tu vas causer avec lui, moi je rentre dans la voiture. Jules dans sa tête, comment je vais causer avec un mort? Nathan lui dit, reste là, il va venir. Il part dans la voiture. Parce que ce que vous deux vous allez causer ne me concerne pas. Il part dans la voiture. Nathan s'assoit donc sur la tombe. Il voit un monsieur, bien, avec le... Genre, comme on habille les cadavres là. Il sort derrière la tombe. Il se met devant lui. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Il dit qu'il est venu avec son ami, qu'il a conduit ici parce que c'était quoi, pour avoir de l'argent et tout. Le monsieur lui demande que tu es sûr que c'est l'argent que tu veux, parce que ce que je vais te dire de faire, tu ne vas plus pouvoir reculer. Il dit que oui, il est sûr de faire ça parce que non, il ne va pas reculer. Ce qu'il veut là, c'est ça qu'il veut. Il veut l'argent. Le monsieur donc lui dit, ok, tu as dit que tu acceptes les conditions, d'accord. Rentre, il lui a donné un 9, genre rentre à la voiture avec Nathan. Le reste va se faire. Il lui a donné un 9 à ne pas casser.
Rentre à la maison, tu dors, tu poses le frère au pas, ça va se casser, le reste va se faire. Arrivé dans la voiture, il raconte ça à Nathan. Nathan lui dit que ouais, fais comme il t'a dit, ça va se passer, ça va bien se passer. Au lieu de rentrer embêté, il a directement laissé Jules chez lui et tout. Il laisse donc Jules chez lui, Jules dort. Un jour, 2 jours, 3e jour, parce qu'on était samedi, non? Donc dimanche, lundi, mardi. Nathan revient, il se couche, il était aux environs de minuit, 23h. Il voit le monsieur apparaître dans sa chambre. Le monsieur lui dit ceci: l'œuf que tu as gardé dans ta chambre, l'œuf que je t'ai donné, tu as gardé sans casser. C'est déjà le premier, on appelle ça là, le premier rituel que tu viens de faire. Entre-temps, il faudra que tu donnes une personne de ta famille. Et quand on va enterrer la personne de ta famille, parce que quand on va l'enterrer, c'est là où ta richesse va arriver. Quand on va l'enterrer, tu vas aller sur sa tombe. Tu vas déterrer le corps et tu vas me retirer le cœur. C'est le cœur de la personne que je veux. Je lui dis que comment le monsieur lui a crié que tu ne peux plus reculer. Tu as déjà vu où je suis, qui je suis. Tu dois seulement faire. Il a dit d'accord, il est d'accord. On lui a demandé que tu donnes qui. Il a dit qu'il donne son frère, son petit frère. Il a tué son petit. Donc, le lendemain matin, on l'appelle. Oh, il y a deuil, machin, tout son petit frère est mort. Ils ont fait le deuil et puis Nathan a fait comme on lui a dit. Jules, pardon, je comprends tous les noms. Jules a fait comme on lui a dit. Il est parti enlever le cœur de son petit frère et tout. Il est rentré chez lui avec. Le monsieur est donc arrivé. Il lui a donné le cœur que voilà le cœur que j'ai ramené comme tu as dit. Le fantôme, en fait, le cadavre, le monsieur fantôme là lui demande: ok, tu as fait ce que je t'ai demandé. Tu veux combien d'argent? Parce que ce sont les sacrifices humains qui te donnent de l'argent. Tu veux combien d'argent? Il dit que ok, il veut 100 millions. Le monsieur a disparu. Comme il a disparu à la place où il était là, il y avait comme la cendre. Et l'œuf s'est transformé en 100 millions. Du jour au lendemain, tout le monde voit Jules rouler dans les grosses voitures. Jules décaisse. Il a même changé, il n'était plus dans le bidonville où il était. Une très belle, un duplex et tout. Un mois plus tard, le monsieur réapparaît qui te fait un nouveau sacrifice humain. Maintenant, ce que tu vas faire, ce sera déjà, tu vas coucher avec des filles. Mais en couchant avec elles, quand tu couches avec elles, elles meurent 2 jours plus tard. Donc, c'est les filles là que tu vas sacrifier pour avoir de l'argent chaque 1 mois. Et chaque 1 an, c'est une personne de ta famille qu'on veut. Donc, chaque 1 mois, tu donnes une fille. Et chaque 1 an, tu donnes une personne de ta famille. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, il va faire. Donc, il parcourt un peu. Tu vois les filles de joie, non? Oui, surtout les filles de joie. Et aussi les filles un peu qui avaient les gros yeux là. Donc, quand il t'abordait, tu arrivais chez lui, tu couchais avec lui. 2, 3 jours plus tard, vous ne vous connaissez pas et tu meurs. Toi, tu partais seulement travailler pour lui. C'est comme ça qu'il s'enrichissait. Jules s'enrichissait. Il avait l'argent, Seigneur. Il avait l'argent. Les voitures, les Mercedes, tout ça comme ça, sans enfant. Sa condition, c'était ça. Il ne devait pas avoir d'enfant. Même s'il en avait, l'enfant mourait dans le ventre de la fille. D'abord que la fille va vivre comment quand chaque 2 mois, chaque 1 mois, si tu couches avec lui, tu meurs. 1 an est passé. Il a tué sa mère. Une autre année est passée, il a tué sa soeur. Donc presque toute sa famille autour de lui, il a tué. Maintenant, à un moment donné, il n'y avait plus de gens autour de lui, vraiment de valeur. Parce qu'il était même déjà fatigué. Il disait qu'il avait marre de tuer les gens. Donc les remords, non, les fantômes des gens qui tuaient venaient le hanter, surtout de sa famille. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Il veut donc sortir de ça. Il part à l'église et tout. Il part à l'église. En fait, il cherchait de l'aide. Il part à l'église, il rentre une fois. Il partait, il dit qu'il va se confesser. Le monsieur apparaît et lui dit que tu as commencé, tu ne peux pas sortir. Ce qui peut te faire sortir d'ici, c'est la mort.
Il dit que non, il était fatigué. Oh, c'est descendu, c'est monté, c'est descendu. Le monsieur dit non, tu es trop arrivé loin pour dire que c'est maintenant que tu veux pas, tu vas continuer à sacrifier les gens pour avoir cet argent. Tu ne veux pas vivre dans le luxe. Il dit qu'il en a marre, qu'il est fatigué de sacrifier les gens, que ses parents viennent le hanter, ses amis, tous, en fait, les filles qu'il a tuées, tous là viennent le hanter. Il dit, le monsieur lui dit, ce n'est pas mon problème, mais tu ne peux pas sortir. Il part à l'église, il se repent. En fait, il veut se repentir, mais quand il veut parler, sa bouche se paralyse. Donc, genre, ça s'ouvre, genre, il n'arrive plus à parler. Il n'arrive plus à dire ce qu'il veut dire. Il sort de l'église. Il arrive à la maison, il veut prier. Rien ne marche. Il a donc décidé qu'il continue à faire ça, mais avec mécontentement. Donc, il faisait... Après, une fois, il a rencontré une fille, disons qu'elle s'appelle Hélène. Hélène, on veut dire, vous voyez le genre de fille qui a une bonne étoile, elle, non, oui. Non, n'importe quoi ne pouvait pas lui arriver. Il voulait coucher avec Hélène. En fait, il savait qu'il devait coucher avec Hélène pour la sacrifier. Mais en ce temps, Hélène se comportait bien et tout. Un soir, donc, le jour où Hélène voulait aussi coucher avec lui, parce que Hélène allume, genre comme on allume un homme. Hélène allume et tout. Il dit à Hélène que non, il ne veut pas coucher avec elle. Hélène lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, tu me combles de cadeaux, machin, truc et tout. Tu ne veux pas coucher avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il a donc expliqué à Hélène ce qui se passe, que oh, si je couche avec toi, tu vas mourir, et tout. On s'est descendu. Je suis un homme comme ça. DMG, on appelle ça là, le monsieur est apparu devant lui. Il a mis sa main comment? Il a seulement mis sa main, je sais seulement que le gars est mort sur place. Ça allait étrangler, ça a seulement coupé son souffle, il est mort. En même temps, il a tué la Hélène. Dès qu'il est mort comme ça, on a découvert son corps 1 à 2 jours, 3 jours plus tard, avec le corps de la fille. Déjà bon, c'était déjà quand même en voie de décomposition et tout. C'est comme ça que tout son argent, en fait, tout l'argent mystique qu'il a eu, non, ça disparaissait mystiquement toujours. Les voitures, soit on arrive, on a volé la voiture vraiment, parce que la voiture avait disparu. Les maisons, on a dit que la banque avait saisi, il avait fait les prêts. Donc, en fait, toute la richesse qu'il avait disparaissait. Il n'a laissé aucun enfant, toute sa famille l'a décimé. La seule personne qui reste, qui n'a pas tué, c'est ça. Il y a une autre petite soeur, mais qui ne vivait pas avec lui. Il avait juste le même père, puisque voilà la seule personne qu'il a laissée. Donc tout ça, c'est pour dire que quand vous voyez la richesse de vos amis, il ne faut pas souvent envier. Envier ne sert à rien. Fais ton travail, si Dieu veut te bénir, va te bénir. C'est parce qu'il allait faire ce que son ami fait. Son ami est là, son ami est là. Lui, il connaît comment il gère. Lui, les romans l'ont pris. Donc voilà qui est mort avec l'enfant de Trouille là-bas. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 6e histoire. Bonjour à DGM, bonjour DGM TV, bonjour à tous les abonnés. Pour ceux qui reçoivent le bonjour, et pour ceux qui reçoivent le bonsoir à tout le monde. Bref, moi j'ai une petite histoire que j'ai eu à vivre. Une parmi tant d'autres, parce que j'en ai tellement des histoires mystiques que moi j'ai eu à vivre en fait. Et c'est une histoire que j'ai vécue en 2000, je pense, soit en 2013 ou en 2014. Et nous on vivait à Douala, ma famille et moi. Et moi j'étais dans une famille très casanière, donc on vivait qu'à la maison, pas à l'école avant que le soir, donc on n'était pas l'école du jour au ballon, tout ça. Donc en fait on vivait très casanier à la maison. Mon père nous vraiment très casanier, on vivait à Douala. Et c'est comme ça qu'en 2013, je pense que 2013 soit 2014, mon père nous dit qu'il faut qu'on cherche des stages au lieu de rester à la maison. C'est pour ça que ma mère me dit, effectivement, elle a un de ses neveux qui travaille à Biopharma et il peut nous trouver des stages. C'est ce qu'on appelle, il dit, ok, oui, venez, vraiment, il y a des stages. C'est pour ça que nous on quitte, Douala, pour aller faire les stages à Yaoundé. Bon, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on s'attendait, nous, c'est qu'il peut-être faire le stage, parce que comme c'était à Biopharma, ça veut dire qu'on devait travailler dans l'usine, classer les produits, tout ça.
Bon, quand on arrive à Yaoundé, en fait, les stages consistaient à vendre les produits, faire la promotion, comme les gens le font souvent. Mais bon, c'est vrai qu'on est en tenue de travail, tout. On commence le stage, 2 ou 3, je pense la 3e semaine. Bon, voici qui remplit le stage avec tous mes équipements, le choisi, Biopharma, le chapeau, le sac. On faisait, je pense que c'était Lumina, le produit qu'on vendait c'était Lumina. Et pour ceux qui connaissent un peu Yaoundé, je pense que le siège du Biopharma, bon, je ne sais pas si ça a changé maintenant, c'était la Coran. À Coran, oui, où il y a le journal Mutation. C'est Mutation, je pense. Donc, nous, on habitait vers Olezoa. Donc, j'étais en train de marcher là, pour aller vers. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, vers Tarinamba là, je rencontre une fille. En fait, une fille m'aborde. Une grande. Ouais, bon, moi, à l'époque, je pouvais avoir dans les 16 ou 18 ans. Bon, 18, comme ça, 18 ans ou 17 ans. Donc, c'est comme ça qu'une fille m'aborde. Elle pourrait être dans les 25, 26 ans. Et elle m'aborde, elle me dit, tu fais le stage à Biopharma? Elle me dit oui. Elle dit, ah, et chez vous là-bas, ça se passe comment, on te paye combien? Bon, je dis, ok. Moi, jeune garçon, je suis bon, c'est une fille qui m'a abordé pour me draguer, tout ça. Bon, c'est vrai que j'étais pas. J'étais petit, les garçons, bon, c'est pas ça le souci. Donc, c'est comme ça qu'elle m'aborde, elle me dit, tu fais le stage à Biopharma? Je dis oui, elle me dit, ah, ok, moi, on vous paye combien là-bas? Je dis, on nous paye 50 000 et après on nous paye, en fait, on nous paye 50 000 et maintenant, quand tu vends plus de 6 produits par jour, tu as 10% sur le 7e produit. Elle me dit, ah, c'est pas mal. Et où moi je travaille et non, je cherche des gens comme toi, comme je te vois, tu as quelqu'un qui se connaît. Je non paye à 100 000 francs et puis sur chaque produit vendu, tu as 10%. Si tu veux, moi, je peux t'amener. On cherche les vendeurs présentement. Si tu veux, je t'amène là-bas et puis tu peux commencer le travail demain. Tu viens me parler au patron. Je suis très tenté, naïf comme j'étais. On m'a parlé de ça. Je me dis, ok, allons-y. Je commence à marcher avec la fille. On arrive vers, je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu Yaoundé, il y a un pont là. Pour aller vers Olezoa, à côté de l'école publique, il y a un pont. Bon, on était vers, il y a une poubelle en bas au Dieu. J'étais en train de descendre pour venir vers le pont. Il y avait une folle. Moi, la folle, c'est vrai que je voyais souvent la folle, mais bon, je ne prêtais pas attention à elle. Elle était bien assise à côté du parc au Dieu. La folle s'est levée avec un courant, tu vois, tout le monde s'est fait écarter en courant avec le couteau. Elle vient se placer devant moi. Ok. En fait, elle me parlait à Newondo. C'est chose de Dieu. Je ne sais pas comment elle avait su que j'étais bêtise. Elle me parlait à Newondo. Ok. Ça veut dire, ok, elle veut dire que tu pars où? Je dis, qui est? Elle me dit que là, elle me montre la route de la maison avec le couteau. Elle me menace avec le couteau. Que là, elle me montre la route de chez moi. Je me tournais comme ça. Je regarde la fille qui était à côté de moi. La fille en question qui m'a pris pour m'emmener pour faire le stage. Je ne vois plus la fille. Je regarde la fille, je ne la vois plus. Je suis seul en plein avec la folle. La folle, je commence à courir. La folle commence à me suivre. Après un moment, elle s'arrête. Quand elle a vu que je partais derrière, c'est comme ça que je pars. J'arrive à la maison. J'appelle ma mère. J'appelle ma mère parce qu'elle était à Douala. J'appelle ma mère, je raconte la scène qui s'est passée. Parce que bon, moi, je suis très naïf, je n'ai pas fait le fil des idées. Ma mère me dit, attends, tu es Junior, comment tu es naïf à ce point? Qu'est-ce que c'est? Moi, je te raconte quelque chose qu'une fois elle m'a agressé. Elle me dit, attends, tu partais où est la fille? Tu connaissais la fille où? Au concret, mais la folle ne t'a même pas, la folle ne t'a même pas, n'a pas voulu te tuer. Au concret, c'est la folle qui t'a sauvé. Au concret, c'est la folle qui t'a sauvé. La fille, et je sais que c'est là que je refais le fil des idées. Attends, et c'est même vrai. Puisque dès que la folle est venue, je n'ai plus vu la fille en question. Elle avait disparu. Elle n'était plus là. C'est là que je me suis rendu compte qu'une folle m'a sauvé. Après, je suis reparti encore là-bas. Une fois, je vois la folle, elle n'était même plus là. Elle ne restait plus là. Je sais pas. C'est comme ça que je me suis rendu compte que Dieu est passé par une folle pour me sauver la vie. Donc, c'est un peu ça. Il faut vraiment, dans la vie, je pense que il faut vraiment être moins naïf. Surtout quand tu es jeune, il faut beaucoup faire attention. Le Dieu est très mauvais.
très mauvais. Très mauvais. C'est parce que la fille là, où elle m'amenait, ou je sais pas. Mais faisons très attention, mes chers frères et sœurs, de dire très mauvais. Moi, je ne vois pas des choses de 2013, 2014. Donc, ça fait peut-être sur 5 ou 8 ans aujourd'hui, ou 10 ans même. Donc, faisons très attention à ce qui se passe hier. Faisons vraiment très attention. C'est un peu ça que j'avais à dire. C'est un peu mon histoire, une de mes histoires, parce que j'en ai plein d'autres que j'aurai le temps de raconter à tout le monde. Merci bien. Merci à DGM et merci à tous les abonnés. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Alors, bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. Je fais mon audio depuis la Chine et du coup, j'aimerais raconter une histoire qui m'était aussi racontée à une amie. Je salue toute la communauté aussi et j'apprécie vraiment ton travail déjà, ça sensibilise beaucoup de gens. Donc la petite histoire est que il y avait une famille, un monsieur avec sa femme, ils étaient déjà, ils avaient des moyens et puis ils vont avoir 5 enfants dont il y aura 3 filles et 2 garçons. Et les enfants, ils ont bien grandi, hein. C'était une bonne famille, les enfants ont fait des études à l'étranger, ils sont rentrés, il y a d'autres qui se sont mariés. Les 2 garçons sont dans leur foyer avec leurs femmes. Mais par contre, pour les filles, à chaque fois qu'elles partaient en mariage, elles finissaient toujours par revenir. La première fille, elle a eu à faire 2 ans de mariage. Puis elle est retournée chez chez les parents, la parcelle familiale. Et puis il y a eu la deuxième, celle qui vient en deuxième position aussi, c'est toujours une fille. Son mariage n'a pas tenu, elle est rentrée dans la parcelle familiale. Ensuite de suite, la troisième également. Donc et puis la maman, je pense pas qu'une maman, elle sera contente. Elle a marié ses filles, mais les enfants ne font que revenir après dans la famille, la parcelle familiale. C'est quand même pas normal. C'est là qu'une fois, elle voudra parler avec ses amis. Elle ira voir une amie à elle, discuter autour d'un pot. Ils sont en train de discuter. Elle va poser son problème à sa copine. En tout cas, moi, je comprends pas. Les enfants ont fait des études, ils ont fait l'étranger, ils sont revenus, ils ont eu des maris là-bas. Mais une fois, une année ou deux après, ça ne tient toujours pas. Les enfants finissent par revenir dans le foyer, dans la parcelle familiale. C'est là que sa copine va lui dire, bon, moi, je connais un monsieur qui peut t'aider. En tout cas, il peut t'aider à voir cette personne qui est derrière ça. Si c'est vraiment quelque chose de spirituel, il va voir qui est derrière toute cette malédiction et il pourra t'orienter sur certaines choses. Donc du coup, la dame va appeler le monsieur, ils vont se fixer un rendez-vous pour une certaine date. La date va arriver, la maman va se rendre chez le monsieur. C'est là que le monsieur va lui dire, en tout cas, c'est quelque chose de spirituel. Et ça vient pas de ta famille, mais plutôt de ton mari. C'est la maman qui dit, ah, mais comment de mon mari? Moi, je comprends pas. J'ai vécu avec mon mari pendant des années. On a souffert ensemble. On a traversé des moments difficiles. Je connais très bien son parcours. En tout cas, je me demande à quel moment où mon mari a pu faire ça à nos enfants. C'est là que le monsieur va lui dire, en tout cas, moi, je t'ai fait savoir de qui il s'agit. C'est à toi de questionner ton mari, d'utiliser ton intelligence. Donc c'est par là que la dame, elle va commencer à mener sa petite enquête et tout. Elle va faire asseoir son mari, elle va demander, mais monsieur, mon mari, qu'est-ce qu'il y a et tout? Moi, je comprends pas. Je sais pas comment tu réagis face au problème des enfants. À chaque fois qu'elles partent en foyer, elles reviennent. Qu'est-ce qui se passe réellement? Tu trouves pas que c'est bizarre? Mais pour le papa, c'était genre, il était plus positif sur ça. Genre, c'est quelque chose qui arrive. Si ça n'a pas marché entre eux, tu veux que les enfants fassent quoi? Le mariage n'est toujours pas la fin d'une vie et tout. Voilà, pour le papa, pour lui, il voyait que c'était normal. C'est là que la maman s'est quand même doutée de quelque chose. Comment ça? Toi, tes enfants, tu les maries et à chaque fois ils reviennent, tu trouves que c'est normal. Et pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises, mais dis donc. C'est là que la maman, en tout cas, quelques jours après, elle va essayer d'observer le mari. Toujours rien. C'est là elle va faire asseoir le mari. Elle va dire, écoute, là, moi, j'étais partie chez un consultant. On va pas se mentir. Je lui ai demandé parce que je pouvais pas quand même accepter le fait que mes enfants, ils sont là. Elles se marient et puis elles finissent par revenir dans la parcelle familiale comme ça. Moi, ça ne me plaît pas. Et puis déjà dans le quartier, ça en parle. En tout cas, moi, on m'a fait savoir que toi, tu es derrière ça. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Et elle va dire à son mari, j'étais là-bas, le monsieur m'a dit que c'était toi. Et il m'a dit, si tu n'avoues pas, tu vas mourir. Bon, c'était juste un piège.
Par contre, le monsieur l'avait juste dit, comme toi, tu voulais juste savoir la vérité, moi, je vais te dire d'aller demander ton mari. Le fait qu'elle a dit au mari que tu vas mourir, c'était juste un piège. C'est là que le mari, il aura peur, le monsieur, il aura peur et tout. Il va dire à la femme, en tout cas, laisse-moi te dire la vérité. Donc, le monsieur, à l'époque, quand ils ont eu leur première fille, la vie était quand même difficile pour eux. Déjà, quand en Afrique, tu sais que si tu habites encore chez tes parents et tu as enceinté, officiellement, on te dit que tu es quand même... tu deviens responsable parce que si tu es enceinté dehors, c'est que pour toi, tu trouves que la vie, ça va. Donc, le monsieur, les parents vont lui dire, en tout cas, tu dois chercher ta vie. Nous, en tout cas, on va s'occuper maintenant de l'enfant. Ta femme et toi, vous allez vous débrouiller. Donc, il avait côtoyé pas mal d'amis dans le passé. Ses amis l'avaient fait rentrer dans une secte, mais sauf que on l'avait dit qu'il va commencer à s'enrichir peut-être après 3 ans. Mais la condition était qu'à chaque fois, quand sa femme met au monde, de récupérer, genre quand l'enfant a maintenant l'âge de 5 à 6 ans, quand l'enfant porte maintenant les sous-vêtements, là, de récupérer les sous-vêtements des enfants, laver, genre quand tu trempes ça dans l'eau même pendant 1 jour et l'eau la récupérer pour boire. Donc le papa, pendant tout ce temps-là, il avait des enfants avec la dame, il a fait ça avec la première fille, la deuxième fille, la troisième. C'était seulement avec des filles. Par contre, avec les garçons, ça ne marchait pas. Donc si aujourd'hui, le monsieur, les enfants se marient et reviennent, c'est parce que le papa, il avait signé un contrat dans les sectes là. Donc à chaque fois, même quand les enfants ont connu les hommes, la puberté, le papa continuait à faire ça. Comme c'était une maison là où il y avait les machines, vous pouvez laisser les habits comme ça et tout. Les enfants ne comprenaient pas, de fois leur slip se retrouvait dans les seaux, peut-être avec de l'eau, peut-être rincé, ils ne comprenaient pas. Alors que c'était le papa qui était en train de faire ça, il récupérait l'eau des caleçons sales là, il était en train de boire ça et tout. Pour lui, c'était comme un rituel. Donc après ça, sa fortune était en train de s'accroître et tout. Donc c'était ça ma petite histoire comme ça. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 8e histoire. Oui, bonsoir DMG TV. Bonsoir à tous tes abonnés. Merci pour le concept. Là, je viens vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. L'histoire s'était passée à Douala en 2015. J'avais ouvert un salon de coiffure et puis j'avais des apprentis. Parmi ces apprentis, il y avait une vraiment qui s'était franchement attachée à moi et tout. Et comme par malheur, elle a perdu sa maman après peut-être 2 mois qu'on s'est connus. Et on est parti pour l'accompagner au village pour l'enterrement de sa maman. Après l'enterrement, elle est venue me présenter un jeune monsieur, disant que c'était comme son père du quartier où elle vivait avant de venir dans notre secteur. Donc, je l'ai salué, on s'est présenté et tout. Elle m'a présenté, genre, c'est ma mère, c'est ma patronne, machin. Voilà, on s'est salué et puis je suis partie. Puisqu'elle devait faire encore 1 semaine au village. Quand elle revient du village, elle me dit, ah, le monsieur dont je t'avais présenté la dernière fois au deuil a dit qu'il t'aimait et tout. Moi, j'ai dit non, moi je ne veux pas me mettre avec elle non pour le moment. J'ai des projets, j'ai des trucs à faire en fait. J'ai des trucs à faire, donc je n'ai pas besoin d'être avec un homme. Il va vouloir savoir tout ce que je fais, il va vouloir me surveiller et tout, et moi, j'ai pas besoin de ça. Donc, elle a dit au monsieur que la femme, en tout cas, ma patronne, elle n'est pas prête pour avoir une relation, machin. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est resté un jour comme ça, il atterrit au salon. Il vient nous saluer en fait. Et puis, il a embrassé un peu sa jeune fille là, mon apprenti là. Il est venu vers moi, il a tendu la main, j'ai pris, je l'ai salué simplement et naïvement en même temps. Et il est parti, il a appelé sa fille là. Après, je ne sais pas si c'était le lendemain ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Je sais juste qu'elle m'avait appelé pour me demander si elle pouvait donner mon numéro à ce monsieur là parce qu'il n'arrête pas de l'harceler et tout. Et puis, elle ne pouvait pas lui donner aussi comme ça. Il a fallu qu'elle me demande et tout. Elle m'a demandé, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, elle peut donner. Je ne sais même pas pourquoi je disais cela. C'est comme si quand j'ai salué le monsieur, c'est comme si quelque chose a changé en moi. Elle donne mon numéro.
il m'écrit, il m'appelle la même nuit qu'elle avait donné le numéro et tout. Et on a causé. Il m'a dit, après demain soir, après le travail, je vais venir te chercher avec ton apprenti là. On va aller chez moi, comme ça tu vas voir où j'habite et tout. J'ai dit, ok. Alors le lendemain, il est venu en soirée me chercher avec mon apprenti. Là, nous sommes partis chez lui. Il a fait 2 plats d'œufs. Il est venu servir mon plat et il a servi pour la fille, pour mon apprenti. On a mangé. Quand j'ai fini de manger, DMG TV, je t'assure que j'ai commencé à suivre le monsieur. Tout ce qu'il me disait, je faisais. C'est comme ça, j'ai commencé mon salon a commencé une chute. Les problèmes ont commencé dans ma vie de gauche à droite. Le nombre de temps que j'ai fait avec ce monsieur, j'ai commencé même à vieillir. J'étais déjà dans une relation que je ne savais pas. Pourquoi je faisais cette relation-là? Pourquoi j'étais dans cette relation? Je ne savais pas. Tout ce que je sais, c'est juste qu'il y avait des moments que je lui demandais que, mais qu'est-ce que je fais avec toi? Moi, je ne t'aime pas. Je ne sais pas pourquoi je suis avec toi et tout. Jusqu'à je n'arrêtais pas de lui dire ça. À chaque fois, il y avait des moments quand je me retrouvais que c'est comme si mon esprit était chamboulé. Donc, quand je me retrouvais un peu, j'arrêtais pas de lui dire que moi, je ne sais pas pourquoi je suis avec lui, je ne l'aime pas. Et le monsieur, une fois, il en avait marre, il m'a dit, j'étais charmée. J'ai dit, non, mais tu ne blagues pas, parce que je pense que ça doit être ça. Il m'a dit, oui, c'est ça. C'est comme ça dans l'histoire, on tourne dans cette histoire-là. Malgré qu'il m'a dit ça, ça ne m'a rien fait. Puisque j'étais déjà devenue un peu comme ça. J'étais devenue comme sa chèvre, quoi. Tout ce qu'il me demandait de faire, je faisais. Je ne me contrôlais plus. Il m'appelle à 1h du matin, je veux te voir maintenant. Je prends la moto de Koti avec tous les bandits à 1h du matin. Je m'en fous. Je ne pense même pas que je peux me faire agresser. Rien, je suis chez lui. Il m'amène même dans son village, dans leur lieu sacré. Il me présente là-bas dans leur lieu sacré. Il parle là-bas, il coupe les têtes de poulet. Il verse les sangs, sacrifices. Un genre de truc là. J'étais là, ça ne me disait rien. C'est comme si on m'avait aveuglé en même temps, je ne savais pas. Ça s'est passé dans la maison, j'avais les rêves, les maris de nuit, tout ça. Je me couche même avec lui, le cafard sort de mes fesses. Mon pied gauche a même commencé à mourir. Donc, je n'arrivais, moi qui sautais partout, je n'arrivais même pas à grimper sur une moto. J'avais déjà, c'est comme si mon pied gauche mourait déjà. Et quand je dormais avec lui comme ça, que je ressens le cafard qui sort dans mes fesses, je dis que, mais pourquoi tu me fais ça? Je savais intérieurement que c'était lui qui me faisait ça, mais je ne savais pas comment faire pour me détacher de cette engrenade. Parce que j'avais compris que ma vie était complètement entre les mains de ce monsieur. Voilà, alors que après ça, après le village là, tous les mauvais rêves, tout ça, j'avais vieilli. Je rêvais toujours que j'étais assise sur une grosse chaise en or et petite à l'intérieur, vieille, avec une couronne sur la tête. J'étais devenue vieille, j'étais comme une maman de 85 ans. Ma maman même qui est une femme très active, qui pouvait sortir, aller partout, vérifier ce qui n'allait pas, elle aussi, elle était comme attachée. Quand elle me regardait, elle n'arrivait toujours pas de me dire que quand je te regarde, tu vois, c'est comme si tu es même déjà morte et tout. Et c'était le cas. J'étais devenue, j'avais perdu mon énergie, je n'avais plus d'énergie. Donc, c'est comme si je travaillais dans la nuit et en journée, quand je me réveillais le matin, c'est où je commençais maintenant mon sommeil. Je dors normalement. Donc, je ne dormais plus la nuit. Et même en journée, à un moment donné, ça s'était arrêté, je ne dormais même plus en journée. Donc, du coup, je ne sais pas, je ne vivais plus. Quand je marchais même au goudron comme ça, si un bon camion qui a un vent qui passe là, ça pouvait m'emporter. Je ne comprenais rien. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Il y a une cliente qui était venue une fois me chercher dans mon salon, puisque c'était une maman qui priait beaucoup. Elle était un peu comme ma maman spirituelle, mais je ne la visitais même plus. Depuis ma rencontre avec ce monsieur, j'avais coupé le pont avec tout le monde. J'étais devenue sa chose à lui.
La maman, là, elle a vu ma maman en route. Un jour, elle a demandé que, mais où est ta fille? Elle dit, non, mais elle est à la maison. Elle dit que j'ai cru qu'elle était morte parce que j'ai ressenti, j'ai fait une vision qu'elle était morte. Et ma maman, elle est venue me dire ça. Que je ne comprends pas. Tes clientes, elles sont comment? Je rencontre une cliente en route. Une de tes clientes, elle me dit qu'elle t'a vu morte, qu'elle croyait que tu étais morte. Mais elle disait la vérité. Spirituellement, j'étais déjà partie. Même physiquement, je ne ressemblais plus à rien du tout. Donc, c'est comme ça que j'ai une copine qui m'a dit non, mais ça fait depuis que je ne t'ai pas vue. Cette copine-là elle vit à Yaoundé. Pas qu'elle vivait, elle vit jusqu'à présent, elle vit toujours à Yaoundé. Elle m'a dit, mais viens me visiter. Qu'est-ce que tu fais à Douala? Tu as fermé le salon de coiffure, tu ne fais plus rien. Tu fais quoi à Douala? Il faut venir pour qu'on passe même une semaine ensemble et tout. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais venir. Je prends le bus. Le gars me contrôlait, il connaissait tout ce que je faisais. Je prends le bus pour Aqua. J'arrive, heureusement, j'étais en face de Centrale Voyage. Il m'a retrouvé là-bas. Directement, il me dit, mais tu pars où? Je dis que non, mais tu n'es pas au travail. C'était un menuisier. Je dis, non, mais tu n'es pas au travail. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit que tu pars où? Je lui dis que je veux partir voir ma grand-mère. Il dit que tu veux partir voir ta grand-mère et c'est ici que tu veux prendre le bus. Hein? C'est ici que tu prends le bus. Machin truc. Hein? Tu ne pars pas par ici. Il a voulu me brutaliser. Il a même arraché mon sac de voyage que j'avais. Les Benskina ont commencé à lui dire, mais tu agresses la femme là, pourquoi? Tu l'agresses pourquoi? Hein? Ils sont venus vers lui en force. Il a eu peur. Il a pris une moto avec mon sac de voyage. Il est parti avec. Donc, j'avais mon petit sac à main où il y avait mon argent et ma carte d'identité, tout, donc je pouvais toujours voyager. Je n'ai pas laissé, je ne sais pas pourquoi. Normalement, quand il avait pris mon sac, il savait que je devais rentrer. Je suis partie prendre un bus. Je suis partie prendre le bus à Buka. Je crois bien, c'était Buka. Je suis partie sur Yaoundé. Sans sac de voyage, rien. Je ne sais même pas pourquoi je partais. Je suis arrivée à Yaoundé. Ma copine, là, elle est venue me chercher. Je descends le taxi, elle est devant moi, je l'appelle. Elle se retourne, elle me regarde. Elle se retourne encore pour partir. Je la rappelle, je dis que mais, ma copine, c'est moi. Elle me dit, elle se retourne, elle me regarde. Elle me dit, non, c'est pas toi. Moi, je ne te vois pas. Moi, j'ai vu une grand-mère. Ce n'est pas toi que j'ai vu. Ce n'est pas toi. Je vous assure, DMG et tes abonnés, j'avais vieilli. Franchement, moi-même, quand je me regardais au miroir, je ne me voyais pas. Ce n'était pas moi. J'avais vieilli. Chose curieuse, même le monsieur, il m'appelait par le nom de sa maman qui était morte depuis. Donc, je me suis dit que peut-être, il avait mis l'esprit de sa maman en moi. Je ne sais pas. Je t'assure. Voilà que ma copine, là, elle me dit, viens, on va aller, tu te reposes juste un peu parce que tu vas reprendre le bus et rentrer. Je vais t'envoyer chez cette maman, voilà son numéro. Et je vais t'orienter l'endroit. C'était un dimanche. Comme demain, c'est lundi, elle travaille le lundi. Tu vas partir là-bas très tôt parce qu'il y a un monde fou là-bas. Tu te mets en rang. Si tu veux être parmi les 10 premiers, tu sors vers 5 heures. Tu pars. Je suis rentrée. Ma maman, elle me voit puisque j'avais dit au revoir à ma maman et tout. Elle me dit, mais pourquoi tu es rentrée aussi tôt? Tout ça. J'ai dit à ma maman que ma copine que je partais voir m'a demandé de rentrer, qu'elle ne m'a pas vue. Elle a vu quelqu'un d'autre en moi, ce n'était pas moi. C'est où ma maman, même son esprit s'est réveillé. Elle me dit, oui, c'est ce que je te dis depuis que tu es morte, que tu vas mourir vite si tu continues avec ce monsieur-là et tout. J'étais sur son emprise, je ne savais plus ce que je faisais. On est parti très tôt le matin chez cette maman-là. J'étais parmi les 5 premières personnes. Quand on est arrivé sur moi, parce qu'elle met les bongos, je ne sais pas, c'est quoi, quelque chose comme ça, entre tes mains pour faire sa voyance et tout. Quand elle a mis ça entre mes mains, mon corps a commencé à vibrer. Elle a dit non, mais cette femme, elle est morte. Elle est morte. Ce n'est que son corps qui est comme ça. Elle est partie depuis. Ma maman a commencé à pleurer. Je tremblais comme si on avait mis le courant sur moi. Elle a dit, mais bon, heureusement, la personne qui t'a fait venir ici, il faut savoir que elle est ton sauveur sur terre pour cette période-ci. C'est elle qui t'a fait sortir de cet endroit. Parce que moi, c'est mon domaine. Les choses mystiques, c'est ce que je soigne. Cette maman-là, elle me dit,
tu vas rentrer aujourd'hui, tu reviens demain, mais tu reviens, elle m'a cité les choses que je devais acheter, et puis elle m'a dit de venir avec 21 000, ou c'était 21 020 francs, ou c'était 15 francs, quelque chose comme ça. C'est une histoire de depuis 2015. Donc, je ne me rappelle plus très bien, mais c'était 21 000, quelque chose comme ça, avec les francs là. Je suis venue le lendemain. Le lendemain, très tôt aussi, je suis sortie vers 5 heures toujours. Parce que je voulais aussi être parmi les premières personnes. Je suis sortie comme ça. Après 30 minutes, ma fille m'appelle pour me dire que oh, il y a telle personne qui vient d'arriver ici. Il est en train de te chercher. Il est tout furieux comme ça et tout. C'était comme ça ce garçon. Je ne savais même pas que c'était lui qui était mon tueur, quoi. C'était lui qui était celui qui détruisait ma vie. Moi, je ne savais pas. Il est ici. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit fermez la porte. Même l'école là aujourd'hui, ne partez pas. Ne laissez pas entrer à la maison. Fermez la porte et vous vous couchez, vous dormez. Les enfants ont dit ok. C'est comme ça je rentre. Je finis mon traitement, tout. Elle avait mis les 1000 pâtes là, 2 et 2 œufs. Et puis certains produits là, les herbes. En tout cas, toutes ces choses étaient des trucs naturels, quoi. Elle m'a dit qu'il faut faire très attention parce que si une des choses meurt, ça veut dire que je ne pourrai pas t'aider. Parce que c'est ça, c'est la façon dont tu vas te laver qui va montrer si je pourrais te faire sortir de là ou pas. Parce que si je te lave et que soit les 1000 pâtes, un parmi meurt, ou si un des œufs se casse, ça veut dire que je ne pourrais pas. C'est que c'est pas à mon niveau. DMG, je me lavais avec toutes les précautions du monde. Je faisais tellement attention à ce que rien ne... Donc, j'ai prié en me lavant, je bavardais sur mon corps que si c'est n'importe qui a envie de me tuer, que la personne parte à ma place. Je parlais les choses comme ça. Donc, je parlais, je me lavais, je parlais, je me lavais. Quand j'ai fini, Dieu merci, je suis revenue avec les œufs intacts et les 1000 pâtes étaient encore vivantes. Elle a dit ok. Elle m'a donné une prière que tu vas aller à 22 heures. Dans la même nuit du jour que j'avais pris mon bain là, elle m'a dit, tu vas aller à 22 heures dans un carrefour. Tu vas lire cette prière et ces 2 œufs, tu vas les casser. Que ça doit se casser. Parce que si les œufs là ne se cassent pas, ça ne pourra pas marcher. Parce qu'il y en a que quand tu finis de lire, tu tapes, ça ne se casse pas, ça saute. Donc, ça doit se casser. J'ai dit, je vais tout voir. J'ai dit, ok, j'ai compris. Elle m'a donné aussi les herbes qu'elle avait emballées dans le papier ciment. Elle a plié ça. Elle a dit que je mette ça dans mon sac. C'est pour 3 jours. En 3 jours, la personne qui me fait ça va se réaliser grâce à cette herbe-là. Donc, si je casse les œufs cette nuit et que les œufs se cassent, elle me donne 3 jours, la personne va venir se manifester, je veux connaître ce qui. Elle dit ok. C'est comme ça. Je rentre à la maison, je me couche cette journée-là, je dors paisiblement. J'ai dormi. Je me suis réveillée vers 21 heures. Je suis montée, aller chercher le carrefour où je devrais faire cette prière et casser ces œufs-là. J'ai trouvé un carrefour. J'ai parlé et j'ai cassé. J'ai parlé encore et cassé l'autre œuf. Je suis rentrée. J'ai passé la nuit tranquille. C'est la première fois que je dorme encore bien profondément et que je me réveille avec toute merde. Avec une forme, que je me réveille en forme. C'était la première fois, ça faisait 1 an et demi que j'étais avec ce garçon-là. C'est une très longue histoire. C'est juste que j'ai envie de découper ça pour que ça ne prenne pas. Parce que si je vais raconter l'histoire, l'intégralité de l'histoire, ça va prendre au moins 2 heures de temps. Donc j'ai envie de découper ça. J'ai dormi. Le sommeil que je n'avais pas dormi, ça faisait 1 an et 4 mois que j'avais fait avec ce monsieur-là. La première nuit que j'ai passée, j'ai bien dormi. Deuxième journée, passé une très bonne journée. Et vers les 17h30, 18h, oui, c'était 18h. Le gars, il vient chez moi. Et puis, je le détestais déjà. Je ne savais pas pourquoi. Je n'avais plus envie de le voir. Je n'avais plus envie de voir ce monsieur. Je n'ai pas compris pourquoi. Quand il est venu à la maison, il me dit, je suis en train d'aller voir le chantier d'un de mes frères quelque part à côté là. Je vais revenir.
Et c'est comme s'il savait que je ne voulais plus le sentir. Il est parti rester dans un carrefour, pas carrefour, dans un raccourci que j'aimais prendre. Et comme c'était à 18 h au pays, à cette heure-là, c'était déjà noir. À 19 h, c'était déjà carrément sombre, quoi. Donc, quand il a dit ça, il est parti parce qu'il est resté là. Il est parti vers les 18h30 comme ça. Il est parti rester dans l'endroit là pour m'attendre parce qu'il savait que je devais sortir quand il allait me dire ça. Donc, je suis sortie. Puisqu'il y avait deux chemins, il y avait le long chemin qui avait plein de lumière et il y avait le raccourci qui était complètement dans le noir. Et j'aimais beaucoup prendre ce chemin-là, le chemin du noir, le raccourci là. Il est parti m'attendre là-bas. Je suis arrivée sur les deux routes là. J'ai choisi de prendre la longue route dans la lumière. Puisque je n'étais plus dans le ténèbre, j'étais assortie du ténèbre. Donc, j'ai pris la route là. Je marchais et puis j'étais contente, quoi. J'étais toute joyeuse quand je marchais. Après, et puis quand je marchais à l'époque, là, je ne me retournais pas. Ce monsieur m'a appris une leçon. Que dans la vie, quand tu marches, tu dois te retourner de temps en temps parce que tu ne sais pas qui vient derrière toi. Il a tapé dans mon cou. Il a attrapé mon cou avec ses deux mains. Il m'a dit que même avec mes mains, je vais te tuer. J'ai dit, quoi? J'ai crié et heureusement c'était la lumière, il y avait les maisons en barrière à côté et tout. J'avais mon téléphone en main. Il a d'abord écrasé le téléphone que j'avais en main. Il m'a appuyé le cou. J'ai crié. Il m'a dit que le remède que tu as dans ton sac là, tu vas me donner ça. J'ai dit quoi? Comment tu sais que j'ai le remède dans mon sac? Il m'a dit que tu vas me... Il a tiré. Donc il tirait comme ça là pour prendre mon sac et récupérer ça. Moi aussi, j'ai signé. Il a d'abord écrasé mon téléphone pour pouvoir prendre. Ah, j'ai écrit, les gens sont sortis. Quand les gens sont sortis, il a commencé à courir. J'ai même voulu dire que c'est un bandit, c'est un bandit. Après, j'ai dit non, si je dis que c'est un bandit, on va le tuer. Et puis, ça, je vais porter sa mort pour rien. Donc, je suis restée tranquille. On m'a demandé que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien dit, mais mon cou était carrément tordu. On m'a amené, il y avait un petit centre juste à côté là-bas, on m'a amené là-bas. On m'a fait le massage, bandage et tout ça, tout ça. Et je suis rentrée parce que je devais retourner chez la maman là pour faire le bain pendant 2 semaines parce que le traitement c'était pour 2 semaines. Mais je devais repartir. Juste maintenant, je devais me laver avec toutes les choses qu'il y avait dans l'eau. Ça devait être juste avec les herbes. Donc, je devais retourner me laver là-bas jeudi. Donc, le jeudi, je suis partie. Le mercredi, non, c'était le vendredi, oui, c'était le vendredi. Je suis repartie là-bas le vendredi pour prendre le bain. J'ai expliqué à la dame, elle m'a vu avec le cou attaché. Elle m'a dit que oui, ça c'est celui qui voulait te tuer. Je t'ai dit. Je t'ai dit que tu as 3 jours pour voir qui devait te faire du mal. C'est lui. Mais reste calme parce que il est obligé de donner une personne. Je te donne 1 mois et demi. Tu vas voir qui va mourir dans cette famille, dans la famille de ce monsieur. Et ça sera une personne que tu étais même tellement collé à elle. Je suis restée comme ça, j'ai commencé à réfléchir parce que je connaissais ses soeurs, ses frères. J'étais en train de réfléchir que, mais donc c'est alors quelle famille? Ça sera alors tonton tel, ça serait tata tel, ça sera alors qui? Bon, je réfléchissais en même temps, je disais que, en tout cas, moi je ne sais même pas si tout ça même c'est vrai, en tout cas. Mais, c'était vrai quelque part. J'ai dit, ok. Je suis restée calme. Quand je suis rentrée, je suis restée calme. J'ai juste cherché comment faire pour avoir un autre téléphone et tout. Mais la dame m'a dit, j'allais oublier, que tu vas rêver parce qu'il va falloir que tu enterres le serpent là. J'ai dit, mais quel serpent? Elle m'a dit que tu vas lutter spirituellement jusqu'à tu vas enterrer ce serpent là avant de te libérer complètement. J'ai dit, je suis finie. Lutter. Elle me dit que mais tu es une femme qui prie. Et c'est vrai, grâce à Dieu, merci, je prie. Je sais qu'il y a un Dieu qui est dans ma vie, je prie. Parce que si ce n'était pas ce Dieu-là, c'est que même ma copine là ne me faisait pas venir. Parce que moi, je sais que toutes les actions même qui se passaient, c'était la grâce de Dieu. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle me dit, prie seulement, comme tu pries là. Ne complique rien, prie simplement comme tu pries d'habitude. Mais dans ton rêve, sois prête parce que tu vas lutter. DMG, quand elle m'a dit ça, j'ai encore eu peur. J'ai dit, je vais encore lutter comment, non, la merci. Je vais lutter comment? Depuis que tout ce que tu es en train de me dire que ça va se passer, ça se passe. En tout cas, c'était la période
de la foire de Cantel. Et j'avais une copine qui avait pris un stand là-bas et on devait travailler ensemble, on devait faire des poissons braisés ensemble là-bas. Donc, j'ai passé la première nuit. C'était toujours les combats. Je luttais toujours parce qu'il y avait un homme qui venait toujours dans mon rêve, qui veut coucher. Je lutte jusqu'à ce que je refuse. Ça ne se passe pas. Deuxième nuit, pareil. Troisième nuit, c'était le serpent. Et là, dans le rêve, j'ai vu que j'avais déjà creusé une tombe devant ma maison. Je t'assure, DMG. C'était comme si c'était la réalité. J'avais à creuser une tombe. C'est comme si j'attendais quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas. Après, je vois le gars atterrir directement devant moi. Il me dit que tu crois que je vais te laisser. Tu crois que je... Mais il ne pouvait pas s'approcher vers moi. Il y avait quelque chose qui le bloquait. Après, je vois un gros serpent qui se retourne, qui vient vers moi. J'avais une force brute. J'ai donné seulement. Donc, j'ai bousculé le serpent. Avec toute ma force, j'ai envoyé dans le trou. Et j'ai commencé à fermer. Le gars était bloqué. Il ne pouvait pas venir vers moi. J'ai enterré tout ça. Je rêvais ça comme ça. Et quand à la foire de Cantel là, c'était vers 2h30 comme ça là, ça s'était abaissé là. Le jour là même, je me rappelle que le jour là, Petit Pays était venu, il chantait là-bas. J'étais tellement fatiguée, je me suis couchée pour dormir un peu. C'est comme ça que j'ai rêvé. Bête. Et c'était à l'heure même que Petit Pays était là. DMG. Il y a des choses de mystique ici dehors, je t'assure. Les histoires qu'on te raconte sur ton plateforme là, c'est les trucs vrais. Ce sont des choses qui se passent réellement. J'ai enterré le serpent là. J'ai dit, hey, je me suis levée, j'étais contente, je disais que j'ai gagné. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es puissant. Je criais, oh Seigneur, merci. Merci pour la victoire. J'étais contente. Je rendais grâce à Dieu. Ma copine là même me posait la question, pourquoi tu es contente comme ça? Elle dit que j'ai gagné la bataille. J'ai gagné. Elle ne comprenait pas pourquoi je disais ça. Je suis repartie vers la maman là. Je l'ai expliqué ce qui s'est passé et tout. Quand je dois encore prendre mon bain, parce que j'avais 2 semaines de traitement là-bas. Elle m'a dit que je t'ai dit c'est fini. Maintenant, attends-toi seulement. Continue seulement à faire ta prière simplement comme tu as l'habitude de faire. Attends maintenant. Attends seulement la nouvelle parce que ça va venir. DMG. Je suis restée comme ça là à la maison. Je partais même déjà me coucher. Il était minuit 5. Mon apprenti qui m'avait présenté au deuil de sa maman là m'appelle. Elle me dit que est-ce que tu sais que tata telle est morte? C'était la grande soeur directe du gars là et il adorait sa soeur là. J'ai pleuré DMG. J'ai dit que donc l'histoire si est vraie. Donc je devais mourir comme ça sérieux pour rien. J'ai pleuré. Et après même tout le traitement de la femme là, je suis rentrée. Toute la vieillesse qu'il y avait sur moi est tombée. Toutes les choses, mon corps qui était froissé comme pour une grand-mère. Ma poitrine était froissée comme pour une grand-mère de moins 85, 90 ans. Mes mains étaient froissées, vieilles. Tout ça est top. Tout ça, je ne te manque pas que je me tenais au miroir comme ça et dit que non, ça là, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dit, mais pourquoi on voulait me faire du mal? Donc la nuit là, la fille m'a appelé pour me dire, j'ai pleuré DMG. Ma maman est sortie, que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé sur les enfants? Elle dit que non. C'est telle personne qui est morte et elle connaissait aussi cette personne-là. Elle-même, elle a commencé à pleurer en disant que donc c'est comme ça que ma fille allait mourir gratuitement comme ça sur mes yeux. Elle-même, elle a pleuré. On a pleuré. C'était pas le deuil de cette maman-là qu'on pleurait. Je pleurais comme ça la victoire. Je rendais grâce à Dieu. Je pleurais de joie. Donc, c'était un peu ça mon histoire de MG. Merci beaucoup. Merci. Désolée pour la durée, vraiment, je suis désolée, je tenais vraiment à raconter cette histoire. Merci. Likez, partagez et à ciao. Merci de liker et commenter. Merci pour l'histoire, merci pour tout. Likez, commentez. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Bonjour DMJ. J'ai une histoire à raconter. C'est une histoire qui s'est passée récemment au Gabon. Donc je vais taire à la ville, je vais taire aussi les noms des concernés en fait. C'est une jeune fille, une jeune dame qui était dans un foyer au niveau de la capitale. Et c'est comme ça que son mari décède. Comme la coutume voudrait,
On lui demande de faire à cette fille des rituels pour que l'esprit de son mari laisse les enfants. C'est comme ça. On dit à cette fille de ne plus coucher avec un même homme. En fait, c'est qu'elle doit sortir avec un seul homme et le laisser. C'est comme ça. La jeune fille revient dans sa ville natale, dans sa ville, la vie de ses parents. Elle revient dans sa ville. Et comme ça, comme elle avait des formes bien bêtes, claires, bien des femmes guitares là, c'est comme ça un monsieur qui travaille dans une société de la place fait comprendre à ses collègues que oh, la fille elle est bonne à damer, je veux coucher cette fille là, mon Dieu, elle a trop le malin, quand elle passe là, elle est bonne, elle m'excite, machin, tout. C'est comme ça. Le monsieur se vantait aussi auprès de la fille que toi là, si je t'attrape, je veux te faire du mal, je veux te faire mal, je suis puissant, j'ai ça, on m'a donné ça à la naissance et tout. La fille est en train de sourire. Que monsieur là, quand il se vante comme ça, c'est pour dire que quoi, machin, tout. Elle a dit ok, comme tu veux coucher avec moi, il n'y a plus de problème. C'est comme ça, un soir, ils sont partis, ils ont couché ensemble. C'est comme ça, le monsieur se vante auprès de ses collègues. C'est comme ça, il y a un autre collègue aussi qui est avec le monsieur qui a couché la jeune fille. Comme pour dire que, oh, la fille, elle est bonne, hein? C'est une fille que j'ai vraiment envie, elle est calme, machin. L'autre dit, ah, laisse-moi ça, je finis de coucher ça, machin et tout. C'est quoi même, on découvre même quoi là, il n'y a rien dedans, j'ai baisé ça, tout. Ah, excusez-moi de l'expression. J'ai couché ça, machin et tout, j'ai terminé avec et tout, voilà ce qu'elle m'a fait, j'ai fait tel genre de bord, j'ai eu même à prendre des vidéos. C'est comme ça, lorsque il parlait comme ça, il y avait aussi un des collègues qui connaissait l'histoire de la fille, qui connaissait pourquoi elle l'avait fait. C'est comme ça, le collègue lui dit, mais je ne pense pas que tu dois te vanter parce que cette fille vient à peine de perdre son mari. Donc, si elle a couché avec toi une seule fois, elle ne reviendra plus jamais. Essaye d'abord de l'appeler, demander de venir chez toi que tu veux faire l'amour avec elle. Si elle va revenir. Donc, il a tenté des semaines, des mois. Elle n'a pas cédé. C'est comme ça, il a su la vérité que si la fille était sortie avec lui, c'est parce qu'elle voulait donner la malchance de son veuvage. Comme pour dire à certains hommes que vous, au jour d'aujourd'hui, vous êtes bouchard en fait. Vous faites des choses qu'on ne comprend plus en fait. Avant, on disait que l'homme n'est pas comme la femme. Aujourd'hui, vous êtes plus que la femme même. Tu as couché une personne, tu veux coucher une personne, tu fais de ça. Si il était venu calmement pour dire à la fille, ah, je veux de toi, je veux faire du sérieux avec toi, sûrement la fille aurait dit que, ah, papa, si j'ai mes problèmes. Mais non, c'est pas le cas. Il a eu à raconter tout ce qu'il a eu à raconter. Donc, pour se venger, pour dire que comme toi, là, tu aimes les femmes, là, viens me faire. Donc, c'est un peu ça, mon histoire que je voulais raconter. Merci. On passe à la 10e histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir à toute la communauté. Je fais ce voice, il est véritablement 19h45 du côté de Douala, au Cameroun. Alors déjà merci pour le concept, c'est la deuxième fois que je passe pour raconter mon histoire une fois de plus. Alors ceci m'est arrivé il y a environ 2 mois. Mais avant, je vais un peu vous raconter la genèse de cette histoire. Je vivais dans un quartier de Douala, plus précisément à Ndogbo, à l'époque. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré un voisin et je papotais avec lui. Parfois, il m'a amené au travail parce que lui était véhiculé. Et du coup, lui et moi, on était dans le même secteur d'activité, ce qui faisait qu'on échangeait énormément. Il passait parfois à la maison, parfois je passais chez lui. Et un jour, je suis tombée malade. Donc, et il est passé me voir. Et en lot de consolation, il me dit, il faut beaucoup prier. Il me donne des conseils et autres. Il me dit, il faut beaucoup méditer, ça va aller, Dieu est grand et tout. Après, il me dit,
Euh, il faut prier également l'ange Michel parce que il me donne un passage biblique et un contexte que je ne connaissais pas. Il me dit, quand les enfants d'Israël ou bien les enfants de Dieu avaient crié au ciel pour dire que depuis ils prient, mais leurs prières, c'est comme si elles ne sont pas entendues. Et puis Dieu a ordonné donc à l'ange d'ouvrir le ciel pour que les prières puissent monter. Il m'a donné le passage biblique, mais je n'ai pas eu la curiosité à l'instant T d'aller regarder. Donc du coup, j'ai écouté, mais tout simplement écouté. Après ça, je me sentais mieux, c'était une maladie passagère. J'ai même quitté le quartier, je suis allée m'installer dans un autre quartier. Tout allait bien. Après, j'ai eu des idées de projet. Ouais, il y a eu des idées de projet pour cette année. Et je me suis donc mise à prier. Je me suis rappelé qu'il m'avait conseillé de prier l'ange. Donc, du coup, comme moi, j'ai une foi, je me dis que ma foi, elle est tellement grande. Je ne sais pas si elle est grande, je ne sais pas du tout, mais j'ai déjà expérimenté. Ma vie, c'est un témoignage de la bonté de Dieu et de son Fils Jésus. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des recherches d'abord pour connaître les différents types d'anges. On retrouve tout à Internet. Alors, il y a des anges même que je ne savais même pas que de ma vie, j'allais connaître. Et c'est tellement détaillé dans Google. J'ai eu le temps de lire. Je lisais même, mais je ne comprenais même pas ce que je lisais. Mais je lisais quand même. Et puis, je suis tombée sur cet ange qui était, de par la définition de Google, c'est un ange bienveillant. Et j'ai tapé également des références de la Bible. Du coup, je retrouvais son nom qui apparaissait toujours en tant bienveillant. J'ai trouvé intéressant. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, du coup, j'ai commencé à l'intégrer dans ma prière du matin comme du soir. Et comme j'avais tellement envie que mes projets marchent, du coup, je faisais la prière de minuit, de 3 heures et de 6 heures. Je priais à ces trois moments de la journée, en fait. Un soir, il était à minuit. Je me suis réveillée pour faire ma prière. J'avais mis mon téléphone se réveille. Je me suis levée pour faire ma prière habituelle. Et avant de faire cette prière habituelle, j'avais l'habitude, comme je l'intégrais, je prononçais son nom 3 fois. Et je demandais sa présence et je lui demandais qu'il puisse m'aider à ce que mes prières soient entendues, qu'il amène mes prières auprès de Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'elles soient exaucées. Ça, vous ne vous attendiez pas à ce genre d'histoire. Non, mais c'est une dinguerie. Alors, dans la prière, je le disais tout le temps. Mais il y a de cela 2 mois, 1 mois. Franchement, c'est récent. Hein? J'étais en train de prier chez moi. J'ai un studio. C'est fermé hermétiquement partout. C'est tellement fermé qu'il fait même chaud à l'intérieur. La porte est fermée de tous les côtés. Les volets fermés puisqu'il était le soir. Je ferme partout. Et j'étais en train de prier. Et au moment où j'ai prononcé, puisque je prononçais son nom 3 fois, au moment où j'ai prononcé la première fois, tout allait bien. La deuxième fois, tout allait bien. Quand j'ai prononcé la 3e fois, c'est comme si toutes les ouvertures de ma maison, je ne sais pas, se sont arrachées ou je ne sais pas trop. Et j'ai ressenti un vent violent qui est entré dans la pièce et en même temps sur moi. Et ça s'est passé en une fraction de seconde. Mon cœur est quitté en place et c'est tombé au niveau du ventre. Vous comprenez un peu quand quelqu'un a peur. C'est déjà de peur que tu n'as pas eu le temps de capter le truc parce qu'il y a les peurs où tu ressens, tu as peur mais elle est nourrie au fur et à mesure. Non, ça fait tout.
j'ai ressenti, la peur était énorme. Donc, j'ai ressenti une présence chez moi. J'avais flippé. Au moment-là, puisque la plupart du temps, je prie à haute voix. Donc, mais je ne prie pas à haute voix du genre, les voisins peuvent m'entendre. Je prie, je m'entends prier. Je parle quand je prie. Parce que moi, je me dis toujours, la Bible dit, Dieu a parlé pour créer le monde. Et la Bible dit aussi, ce qui sort de la bouche, ce qui entre de la bouche est moins dangereux que ce qui en sort. Donc, la parole, elle est puissante. Donc, du coup, mes prières, c'est en parlant. Donc, du coup, je parlais, je priais en parlant. Mais pas à haute voix, pas en criant, mais je parlais. Et quand j'ai eu cette peur-là, ce vent qui m'a frappé, j'ai ressenti une présence chez moi. J'ai arrêté ma prière, j'ai continué dans le cœur. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Et puis j'ai commencé à prier et puis j'ai dit Amen parce que c'était trop fort pour moi. Quand je me suis levée, je suis directement montée sur mon lit. Et la position que j'ai prise là, c'était jusqu'au matin. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai plus invoqué l'ange. Donc, je ne sais pas ce qui s'était passé ce jour-là. Je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que avant de faire quelque chose, il faut vraiment se demander si on est prêt à avoir ce qu'on demande. Voilà, c'était un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Vos avis dans les commentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la même expérience, ce qu'il en est, mais bon. Merci également à toutes les personnes qui partagent parce que j'ai d'autres histoires à raconter, mais parfois il y a un peu cette peur parce que pour pouvoir raconter, si quelqu'un qui reconnaît ta voix ou bien et puis tu racontes son histoire et en tout cas restons en prière, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous protège. Les années à venir sont des années, on ne sait pas, le monde il est mauvais, donc il faut rester tout le temps en prière, on ne sait vraiment pas. Juste prière, prière et éviter de faire du mal aux autres. Allez, bisous, bonne nuit à vous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez liké la vidéo, partagé. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. On se reprend demain à 12h00 pour 10 autres histoires mystiques. Je vous invite à envoyer vos histoires sur le numéro qui est à l'écran. On puisse les jouer ici sur YouTube. Voilà, on se prend demain. Ciao, ciao.